je suis Dorothée Chardaria, je travaille chez Technologia et je serai pendant cette cérémonie votre Madame Royale. Je serai aussi le métronome de nos intervenants, puisque la cérémonie, comme vous le savez, est extrêmement taillée, puisqu'elle est taillée sur l'emploi du temps de Madame la Ministre. J'ai deux demandes préalables. La première, c'est que vous coupiez vos téléphones si vous ne l'avez pas encore fait. Et la deuxième, si vous êtes des spécialistes des réseaux sociaux, on a demandé un embargo jusqu'à demain matin sur vos photos, puisque la ministre tweetera en fin de soirée, que le communiqué de presse part demain matin. Donc, en revanche, si vous voulez tweeter, faire des photos maintenant, pour dire que vous êtes au ministère, pas de souci, mais par contre, sur la suite, merci de respecter cette volonté. Les préambule en fait, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je vais laisser la parole à Jean-Claude Belgel, qui est président fondateur de Technologia. Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours avec une certaine émotion, un grand plaisir qu'on se retrouve dans ces lieux marqués par l'histoire. Vous savez, cette manifestation a été difficile à organiser cette année, puisqu'on a été amené à la reporter 3 fois. Donc, je tenais donc avant tout à remercier Madame le ministre Carole Grandjean, ministre déléguée et ministre de l'Emploi chargée de la formation et de l'enseignement professionnel, qui, lorsque je l'avais appelé pour lui proposer de remettre le prix, a accepté avec enthousiasme aussitôt la proposition. Il est vrai qu'elle avait vu juste auparavant Christophe Sibéras, qui, comme vous le savez, qui est, je crois, dans la salle, est l'ambassadeur du prix depuis sa création. Qui me porte, je le remercie lui aussi de l'engagement qu'il a pu avoir pour que ce prix se tienne. Je remercie aussi particulièrement l'équipe du ministre qui, en dépit des annulations records dues aux circonstances sociales qu'a connu notre pays, a tenu bon, et avec l'équipe de Technologia animée par Dorothée, Sabrina, etc., ont pu faire en sorte que ce prix se tienne. Je peux vous assurer que c'était difficile. C'était difficile parce qu'à chaque fois, reprendre des listes, reconvoquer, voir les journalistes, etc., c'était vraiment difficile. Je tiens aussi à remercier le jury qui, depuis maintenant 15 ans, a œuvré année après année pour pouvoir faire en sorte que ce prix se tienne. Le prix de l'industrie avec Xavier Darcos sur une idée originale de Marie-Josée Gala, de Place de la médiation. Depuis lors, depuis 2009, ce prix se tient chaque année et il est remis dans ce ministère. Alors les salles changent, on avait commencé au départ par les salles des accords de Grenelle, qui était une salle symbolique, on est aujourd'hui ici, et la principale, c'est que le fil conducteur de la littérature se maintienne. Je remercie aussi nos sponsors, le groupe Chèque Déjeuner, que vous le savez, la plus grosse coopérative de France, qui est représentée ici par son directeur des partenariats, Arnaud Breuil, que je remercie, le Crédit Mutuel, qu'on ne présente plus, qui a présenté, je crois, par son directeur général, mais je ne l'ai pas, d'accord, très bien, je ne sais pas, je suis là, voilà, donc l'honneur de vous parler tout à l'heure, et qui donc nous soutiennent dans ces deux prix. Je vais expliquer en fait la nature de ces deux prix rapidement. Je tiens aussi à remercier les médias qui nous accompagnent. Alors, Laurence Nkawa, des Échos, qui normalement anime depuis 2009 ce prix, n'a pas pu être là parce qu'elle est en congé depuis la semaine dernière. Elle nous salue à travers mes paroles. Elle fera un papier donc, en septembre sur le prix. Et puis, bien sûr, Marianne qui nous soutient sur la radio, et puis pas mal d'autres médias qui sont avec nous. Voilà, donc tout ça est, à mon avis, très important de continuer, en dépit des difficultés, de maintenir cette célébration de la pratique de la lecture. Pour moi, l'essentiel, c'est que cette pratique opère, qu'elle dure, que les livres nous saisissent instant après instant, jour après jour, et nous conduisent donc dans d'autres univers, nous permettent de supporter parfois les moments difficiles que nous vivons, nous permettent de nous ouvrir vers d'autres mondes, parfois de supporter des cauchemars. Et donc, en cela, je pense que c'est vraiment essentiel. Alors, je dois dire aussi
on raconte souvent que les jeunes lisent moins que les générations qui les ont précédées. J'en suis pas sûr. Alors, ma fille, par exemple, qui est là, mais qui n'a pas pu pour raison de santé, lit énormément, et mon fils aussi. Alors, je ne sais pas, peut-être que effectivement, les jeunes lisent moins, peut-être qu'ils lisent différemment. En tous les cas, ce qui est important, c'est de les inciter à lire. J'ai lu pas mal d'études sur l'importance de la lecture, y compris pour le développement du cerveau. Je ne sais pas si vous avez pu lire ces mêmes études, mais la lecture est essentielle dans notre constitution cérébrale et neurologique, puisqu'elle nous permet de nous constituer des neurones. Après, il est vrai que les jeunes générations sont peut-être plus attirées par les BD. C'est pour ça qu'on a repris l'idée qu'avait eue Madame Pelligot il y a 3 ans, si mon mémoire est bonne, quand elle nous avait proposé de créer un prix sur la bande dessinée et le travail. Donc on a créé cette année les Livres du travail, toujours soutenu par nos 2 sponsors, le groupe Up et, je dirais, le Crédit Mutuel. Et donc les Livres du travail qui vont récompenser aussi une œuvre qui nous parle du travail, qui nous montre l'univers du travail. J'en dis pas plus que les œuvres dont vous êtes présentées, mais ce jury qui s'est réuni cette année, c'est un second jury, était vraiment très enthousiaste aussi sur cette mécanique de discussion-sélection. Alors, un dernier mot pour les membres du jury, vous ne les connaissez pas, certains sont là aujourd'hui, mais ils sont très divers. Ils sont très divers dans le sens où ils viennent d'horizons professionnels différents. Ils ont été d'ailleurs choisis pour cela, en raison de cet horizon différent. Nous avons dans ce jury les représentants, les hauts représentants de toutes les organisations patronales, et nous avons les hauts représentants de toutes les organisations syndicales. Donc c'est un jury complexe, avec de très fortes personnalités, difficiles à animer. J'en suis un peu l'animateur, mais bon, je dois dire que j'apprends aussi beaucoup. Et il y a des alliages qui se font, des réflexions communes qui se mènent tout au long des discussions que nous avons au sein de ce jury. Je vous assurer que c'est assez passionnant, assez enthousiasmant de voir parfois s'aligner des personnes qu'on n'aurait jamais cru capables d'aimer le même bouquin, de défendre avec ferveur le même écrivain, voilà, pour qu'il soit récompensé. Donc je remercie vraiment chaleureusement du fond du cœur les membres du jury qui m'accompagnent depuis 2009 et qui ont fait que ce prix puisse prendre, je dirais, l'importance historique qu'il a aujourd'hui. J'ajouterai simplement une dernière chose pour les auteurs, les écrivains. Le fait d'être distingué, c'est pas bien sûr le prix Hugo, mais c'est un prix intéressant parce qu'il permet, malgré tout, aux livres de rester en librairie. Je vous explique pourquoi. Chaque membre du jury a pris l'engagement de faire en sorte que dans les colonnes qui sont les siennes de son organisation, UNSA, CFDT, FO, CGT, enfin toutes les organisations syndicales et patronales, donc l'EDF, CEPME, puissent donc présenter des ouvrages dans les colonnes et dans les sites internet qui sont les leurs. Et cette présentation sur des, je dirais, dans des lieux en fait où on ne trouve pas forcément de présentation littéraire de cette nature fait que, je dirais, on touche des personnes qui sont en fait très attirées par le travail, très attirées par la lecture, ce qui fait que les livres restent et durent dans les librairies. Et c'est très important que les livres restent en librairie après qu'ils aient été édités. Voilà pourquoi moi je me tâche à ça, parce que souvent j'ai des écrivains qui m'ont dit bah, c'est super, mon livre a resté 1 an de plus et vraiment c'est bien. Voilà, je vous remercie. Voilà. Alors au-delà du chèque, qui est important aussi, il faut dire des choses comme elles sont, un chèque c'est toujours ça pour apprendre, c'est le fait y compris il y a toute une communication qui se fait sur les œuvres et qui permettent, je dirais, de les maintenir en visibilité pour les lecteurs. Et c'est pour ça que je vous remercie tous de faire ce travail de présentation sur les différentes fenêtres médiatiques. Et je remercie aussi le Crédit Mutuel et le Crédit qui vont faire la même chose, le groupe qui vont faire la même chose sur leurs médias internes. C'est très important de faire cela parce que ça permet de mettre à l'évidence la pratique culturelle et d'honorer les écrivains et les auteurs de BD qui le méritent bien. Je vous remercie. Arnaud Breuil, qui est responsable des partenariats et de la coopération et membre du groupe. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous.
parole est très brève. Simplement, remercier pour nous avoir sollicité, nous associer à ce prix. C'est une belle opportunité. Et puis, je ne vais pas paraphraser et dire en moins bien ce que Jean-Claude vient de nous dire. C'est que pour nous, les raisons de cet attachement au prix sont liées à plusieurs facteurs. Le premier, c'est que effectivement, c'est aussi une façon de soutenir la production culturelle, avec utiliser la production culturelle en lien avec le monde du travail. Et tu sais, si le monde du travail est une question importante pour nous, puisque c'est ce qui conditionne une grande partie des activités de l'œuvre. Donc, très rapidement, si vous ne connaissez pas, j'en peux dire en introduction, alors que chez Déjeuner, dans notre métier historique, celui d'être émetteur de solutions de services, qui répondent aux entreprises qui décident de mettre en place des politiques sociales à destination de leurs salariés ou des communautés. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a régulièrement l'occasion de travailler en partenariat avec le groupe Technologia. Et que donc, quand on nous a sollicité pour être partenaire du prix, on a évidemment saisi cette opportunité de faire ce bout de chemin ensemble. Parmi les solutions de paiement que nous développons, il y en a également certaines qui se destinent plus spécifiquement aux questions d'accès à la culture. Voilà, très heureux pour ces deux raisons d'être parmi nous ce soir et de participer à ce prix à la modeste place qui est la nôtre. Merci à tous. J'ai été donc M. Bach, qui est directeur général du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Merci beaucoup, très heureux d'être avec vous ce soir. Désolé, j'ai déjà passé un tweet, mais rassurez-vous, je n'ai pas montré que j'étais là. J'en ai pas fait plus, et j'ai entendu l'appel lancé tout à l'heure pour communiquer, je rassure, au sein de l'ensemble des médias de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, dans la communication interne. Nous relèverons avec beaucoup de plaisir cette remise de ce soir. Merci à la technologie d'ailleurs pour l'organisation de ce prix. Bravo aux auteurs pour les écrits. Je ne vais pas vous dire que je sais lu parce que ce n'est pas vrai. Je viens juste de découvrir le palmarès et je félicite chaleureusement l'ensemble des auteurs. C'est très intéressant. Bon, lorsque nous avons été sollicités pour être partenaires de ce prix, ça nous a semblé assez naturel de répondre positivement. Nous attachons chez Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c'est 14 et 18 fédérations de Crédit Mutuel et notre principale filiale s'appelle le CNC. Nous attachons beaucoup d'importance au dialogue social et on le fait sans uniquement le dire. Je crois que c'est une perception qui est partagée entre la direction et les organisations syndicales. Je veux dire que dans le jury aussi, je vois que le dialogue social se passe de très bonne manière, parce que si j'ai bien vu la composition du jury, il y a à la fois des représentants des organisations patronales avec le MEDEF et les CPME. Je vois également l'ensemble des organisations syndicales, CFDT, CGT, CFTC, UNISA et Force ouvrière. On se trouve que, on le sait bien et on le sait tous, je crois que tout le monde dans la salle est convaincu que le dialogue social c'est juste une réalité, il faut juste constamment le remettre sur la table. Je trouve que le sujet de ces livres d'entreprise est intéressant parce que évidemment le travail d'entreprise, tout est extrêmement lié. À cette époque où de temps à autre on se repose la question du sens au travail, c'est également un sujet qui peut nous interpeller et sur lequel on doit pouvoir avancer. J'ai envie d'utiliser l'expression dans les livres, on a la force des mots, dans les BD, puisque j'ai compris qu'il y a également les BD, il y a la force des images. J'ai également entendu parler tout à l'heure de la notion de partage de la valeur, ce qui, pour Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est un point très important. Bien entendu, partage de la valeur avec les collaboratrices et les collaborateurs. Je sais que dans le débat sur le partage de la valeur, sur la part à redistribuer aux salariés, c'est quelque chose qui est important. Juste un chiffre, je ne peux pas en dire plus, mais en 2022, nous estimons avoir reversé 18% du résultat net du groupe sous forme de dividendes aux salariés. Et pour faire ça, je pense simplement l'intéressement et participation que nous avons versé, plus la prime PPE que nous avons également ajouté. Ce qui correspond à ça, et c'est un sujet qui est. Ce 18% résonne également par rapport à une autre initiative que nous avons prise, autre forme de partage de valeur,
qui est le dividende sociétal, puisque nous avons décidé de distribuer chaque année 15% de notre résultat net sous forme de dividende sociétal. Il s'agit là de contribuer à l'ensemble des actions qui peuvent contribuer à la révolution environnementale, à la lutte contre les incidences graves du changement climatique, mais également la solidarité avec 3 piliers, les piliers d'investissement d'une part, les piliers de mécénat, et puis un 3e pilier qui est également d'une tarification solidaire pour un certain nombre de clients. Voilà. Donc la tarification est un des points, le mécénat un autre, l'investissement en est un. Le fait de partager la valeur est quelque chose d'important. On partage également des valeurs ici ce soir autour de ces prix. Et je renouvelle mes félicitations aux lauréats et serai très heureux tout à l'heure de pouvoir féliciter. Merci beaucoup. Alors, je vais reprendre brièvement la parole, peut-être passer 2 minutes, pour remercier d'abord le jury du prêt, parce que c'est par le prêt, depuis le moment de l'entreprise et du travail qu'on a commencé. Nous avons eu 12 remots qui ont fait l'objet de 2 délibérations, dont nous avons sorti 5 finalistes. Je voulais d'abord remercier les jurys qui sont tous soit des hauts responsables des organisations patronales et syndicales, mais aussi des acteurs du dialogue social et des journalistes. Je vais les citer puisque tout le monde n'a pas pu répondre présent à notre invitation. Donc vous avez Marie-Laurence Bertrand, qui est directrice du centre de formation syndicale CGT de Noir-Frachon. Vous avez Cyril Cos, qui est directeur du bureau de l'Organisation internationale du travail à Paris. Françoise Beth, qui est parmi nous, qui est conseillère UNSA. Hervé Gosselin, qui est parmi nous, qui est administrateur général des ministères sociaux. Maud Goujon-Coulard de Solvay, qui est Country HR and Labor Relations Officer. Frédéric Griveaux, du CPME section industrie et conseiller honoraire au CESE. Cyril Lama, qui est secrétaire confédéral de FO. Michel Ledoux, qui est avocat spécialiste en santé et sécurité du travail, cabinet Ledoux et associé. Philippe Louis, qui est président d'honneur de la CFTC. Gérard Mardine, qui est secrétaire général de la CFOCDC. Catherine Pinchot, qui est secrétaire nationale de la CFDT. Emmanuel Soufi, qui n'est pas parmi nous, qui est journaliste au service politique du journal du dimanche et en charge des questions sociales. Jean-Christophe Zibéras, qui est président et cofondateur du cabinet Nugorisme. Émilie Trigaud, qui est secrétaire nationale de l'INSA. Et enfin Anne Rocher, qui est directrice adjointe des affaires sociales européennes et internationales du pôle social Mouvement des entreprises de France, donc le MEDEF. Voilà, donc, je les remercie. Nous avions donc 12 ouvrages dont vous allez découvrir les noms et les maisons d'édition. Je vais de la même manière vous les dire et ensuite nous interviendrons sur les finalistes puisque plusieurs personnes des jurés vont venir les présenter. Donc le premier n'est pas le premier, c'est juste par ordre. Le manuscrit MS 620 de Claude Beauchat aux éditions Filature. Il est très important pour nous de valoriser à la fois les auteurs et aussi les maisons d'édition, puisque sans elles, les auteurs ne pourraient pas publier et valoriser leur travail. Le livre Harcelé de Pierre Filoche aux éditions Serge Safran. Et Dansel le dimanche de Paola Pigani aux éditions Diana Lévy. En salle de Pierre Baillan aux éditions de Méry. Les têtes baissées de François-Xavier Ménage aux éditions Robert Laffont, Capiaille de Colin Bayard, qui est en auto-édition, Cornichon Thérapie de Karine Méral aux éditions Erol, Saltan pour les grenouilles de Isabelle Bourgade, Crédit illimité de Nicolas Ray aux éditions Au Diable Vauvert, Abemus Pietam de Pierre Rofast aux éditions Aux Forges de Vulcain, Le Magnétique de Elio Tassidi aux éditions NB, et enfin le syndrome du corbeau de Pierre Dumoulin, le lys bleu. Je vais appeler Françoise Deff, qui est jury du prêt et qui est donc conseillère nationale de l'INSA et qui va nous présenter 2 des 5 finalistes. Bonjour.
bonjour à tous. Je vais d'abord vous présenter En salle de Claire Baglin. Et pourquoi ici plutôt qu'ailleurs? Je suppose que vous avez postulé partout, même chez vos concurrents. C'est ainsi que commence le roman de Claire Baglin, En salle. Non, non, je connais surtout votre chaîne. Les autres, je vais pas essayer, répond la narratrice, qui sera finalement embauchée dans cette chaîne de fast-food qu'elle connaît si bien. En effet, son enfance a été rythmée par ses arrêts qu'elle attendait avec fébrilité, tout comme son jeune frère, Nico, sur la route des vacances. Des vacances bien méritées pour Jérôme, le papa, ouvrier, et Sylvie, la maman, qui travaille dans un centre pour jeunes. Au fil des pages, on suit cette petite famille. En parallèle, la narratrice nous raconte la vie au fast-food, la préparation des commandes au drive, le service en salle, le nettoyage des tables, l'obéissance au manager. La hiérarchie se fait partout sentir. L'organisation est parfaitement liée et ne souffre aucun écart. Les gestes sont répétitifs, le corps est mis à l'épreuve. Le travail est rude pour la narratrice, on se montre sans pitié. Tout comme pour son père à l'usine. Pour elle, ce sera temporaire, jusqu'à mi-7 ans, juste le temps de gagner quelques sous pour assurer la poursuite des études. Pour lui, c'est à vie. Une vie de travailleur consciencieux qui lui vaudra la médaille du travail. On ne sent aucun misérabilisme dans ces deux récits alternés. Le père et la fille aiment leur travail, avec ses peines, mais aussi ses joies, la solidarité avec les collègues, la satisfaction d'avoir bien accompli sa tâche, aussi ingrate et pénible soit-elle. Merci Claire Baglin de nous avoir fait entrer dans l'intimité de cette famille modeste, dans un quotidien empreint de soucis, mais aussi de petits bonheurs tranquilles. Votre premier roman, écrit d'une plume alerte et dédiée, est très réussi. Je recommande très chaleureusement sa lecture, à laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir. J'attends avec impatience vos prochains romans. Dans Habemus Piratam, on est dans un tout autre registre. Francis, curé de campagne dans la vallée de Cantebris, mène une vie bien terne. Là comme ailleurs, la population ne fréquente guère l'église. Et puis, un matin, un vendredi matin, à 7h27, très précisément, après avoir écouté la mère Lacabane, venue lui confier son refus du devoir conjugal, dans l'espoir de recevoir une sorte de laissez-passer divin qu'elle pourrait exhiber à son mari frustré, Francis sursaute. En effet, il est interpellé par une voix masculine assez jeune, disons la petite quarantaine. Et la révélation que lui fait cet homme est loin d'être anodine. Ce pénitent lui affirme qu'on va l'assassiner. Il doit se confesser, car il a enfreint les 10 commandements. Cet homme, c'est un hacker de génie. Et l'aveu de ses crimes sera pour le prêtre l'occasion de découvrir le monde des pirates informatiques dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Sans dévoiler le vote, ce qui est formellement interdit par notre règlement, je peux vous dire, monsieur Roest, que les avis ont été unanimes sur le plaisir, par la jubilation que procure la lecture de votre livre. En revanche, les avis étaient très partagés sur le fait que vos protagonistes exercent un vrai métier. Nous nous sommes tous accordés sur l'intérêt de votre ouvrage pour nous alerter sur les dangers de la cybercriminalité. Les nombreux rebondissements de votre intrigue nous montrent que l'imagination des hackers est sans limite. On se croit à penser, mais jusqu'où peuvent-ils aller? Loin, très loin, très très loin certainement. Merci à votre éditeur, au fond de Vulcain, dont l'ambition est de plaire et d'instruire, tout en forgeant les outils de demain, à l'instar de ce dieu romain du feu,
qui n'est ni le plus beau, ni le plus fort, mais le plus nécessaire, car il a donné aux autres le moyen de leur puissance, en forgeant le bouclier de Mars, le trident de Neptune et le char d'Apollon. Merci, Monsieur Rofaste, d'avoir réveillé nos consciences en nous appelant à la plus grande vigilance. Et bravo pour avoir réussi ce challenge, de nous avoir fait toucher du doigt nos vulnérabilités en nous entraînant dans cette histoire si délicieusement ficelée. Je vais appeler Jean-Christophe Divers, qui est président et cofondateur de Newbridge, qui va nous présenter deux autres finalistes. Merci de cette invitation. C'est donc deux livres, je pense qu'ils sont affichés. Le premier s'appelle 7 ans pour les grenouilles, sous-titré Attention Burnout, un livre d'Isabelle Bondiard, des éditions du Bois. C'est un roman pour lequel il ne faudrait pas se fier au titre, parce que, au fond, quand j'ai lu le titre, 7 ans pour les grenouilles, attention au burn-out. Je me suis dit de quoi s'agit-il. Je vais dire encore un roman sur les risques psychosociaux. En même temps, les grenouilles, enfin, vraiment, où va-t-on? Alors, c'est l'avantage des jurys, c'est qu'on est amené à lire des livres qu'on n'aurait pas vus spontanément et desquels on se serait détourné si on avait croisé ces livres, peut-être dans les librairies. Et justement, il ne faut pas se détourner de ce livre, c'est tout à fait intéressant. De quoi s'agit-il en fait? Il s'agit d'une plongée dans l'univers de l'édition, parce que ce jury et ce prix ont un grand avantage, c'est celui de nous faire découvrir des univers professionnels qui sont, pour le coup, la plupart du temps, vécus de l'intérieur par leurs auteurs. C'est d'ailleurs le cas d'Isabelle Bondiard, puisqu'elle-même travaille, au magazine Sciences et Vie, donc c'est quelqu'un du monde de la presse et de l'édition. Et alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que une situation finalement assez classique, arrive un nouveau responsable éditorial de cette maison d'édition. Il a affaire dans son équipe à de grands spécialistes, dont l'auteur, qui s'appelle Adrien Lapoustel. Et Adrien Lapoustel voit arriver un chef qui va, non sans une grande habileté d'ailleurs, tout bousculer. Finalement leur dire, mais ce que vous faites, l'entreprise, la maison d'édition, l'édition c'est pas un métier facile, va dans le mur, et si on continue comme ça, si vous ne vous mettez pas en cause dans ce que vous faites, vous allez aller, nous allons aller dans le mur. Et là, il fait basculer cette équipe, mais effectivement vers des projets tout à fait étonnants, enfin des choix d'édition qui sont des ruptures extrêmement fortes. Et si vous lisez le roman comme je l'ai fait, vous allez vraiment entrer dans un univers absolument incroyable, comme ça arrive parfois dans les entreprises quand même, finalement, c'est-à-dire un changement de stratégie extrêmement fort, dans lequel l'équipe elle-même a passé le moment de la surprise, parce qu'il y a une vraie remise en cause, l'équipe elle-même se bascule entre on y va ou on n'y va pas. Parce que, effectivement, dans une entreprise, et c'est peut-être parfois l'avantage de l'entreprise, c'est qu'il arrive que du sang neuf amène à redynamiser et à relancer complètement quelque chose qui fonctionnait bien, mais qui finalement, tout doucement, pouvait s'endormir et finalement conduire à une disparition. Alors, ce nouveau patron est un patron très habile, c'est un manager compliqué, à la fois séduisant, mais en même temps extrêmement dur, parce qu'il mène cette barque de manière extrêmement dure. Et à partir de là, vont naître effectivement une révolte interne, comme il en arrive parfois aussi. Elles sont parfois insidieuses, elles sont parfois plus visibles dans les entreprises.
contre ce manager. Et là, je me permettrai de ne pas aller beaucoup plus loin sur l'histoire, parce que l'histoire va connaître des rebondissements tout à fait étonnants dans cette retournement d'entreprise en termes de choix de stratégie et de rapport. Ce qui est vraiment tout à fait séduisant, c'est aussi la manière dont c'est écrit. C'est vraiment très rythmé, c'est haletant, c'est un style vif. J'ai beaucoup aimé, franchement, certainement pour les grenouilles, et j'ai peut-être d'autant plus aimé qu'au fond, au début, je n'y voyais pas beaucoup d'intérêt, en tout cas, ni sur la couverture, ni sur le titre, mais franchement, voilà, c'est pas cher non plus, 9,90 €. Voilà, donc j'étais très séduit, hein. Franchement, c'est une plongée dans un univers que je ne connaissais pas, et c'est une histoire, c'est un roman, mais néanmoins avec des relents de vérité quand on connaît la fin d'entreprise, qui sont tout à fait j'ai aussi présenté un deuxième ouvrage. Alors celui-ci s'appelle Cornichon Thérapie. Alors avec les titres, là franchement je ne suis pas gâté, parce que Cornichon Thérapie, là encore je me suis dit de quoi s'agit-il? Alors Karen Mérin, je ne la connaissais pas. Bon, alors il y a l'éditeur, l'édition Erol, c'est du sérieux. Pour le coup, je me suis dit quand même, ouais. Alors, l'éditeur est sérieux, mais alors le livre lui-même, c'est un roman totalement burlesque. C'est une jeune femme qui s'appelle Jeannette, qui est une ratée. Elle fait des études dans une entreprise qui fabrique des objets pour les enfants. Ça s'appelle Bonbon, l'entreprise. Bon, alors elle a vraiment 51 ans, avec son mari monte, ses enfants sont partis. Voilà, c'est un peu le début de la fin de la vie professionnelle, le début de la fin de la vie personnelle. Donc, bon, ça démarre, on dit qu'est-ce qui va sortir de là en termes de roman, où est-ce que tout ça va nous mener? Et alors, en fait, il se passe des événements dans l'entreprise extrêmement mystérieux, et dans la vie de cette ratée, au fond, en tout cas, elle se vit elle-même comme une ratée au travail, et une sorte de main invisible avec des messages qui va la conduire à des étapes, à des circonstances qu'elle n'avait pas prévues, mais elle va se laisser guider au fond, parce qu'elle a le sentiment que cette main invisible va la sauver d'une manière ou d'une autre. Et là se passe un nombre d'événements tout à fait sidérants, et quand même l'un d'entre eux qui est tout à fait étonnant, c'est que cette ratée de l'entreprise va devenir PDG de cette entreprise. Et en devenant PDG, elle va introduire des méthodes, des idées extrêmement radicales. Par exemple, il faut absolument embaucher plein de chômeurs à la place de nos salariés. Finalement, le ministère du Travail, c'est peut-être un livre qui intéressera la ministre, je l'espère. Mais au fond, voilà, on va basculer là pour le coup dans un univers extrêmement burlesque, mais qui reste quand même dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a un cadre lié à celui de l'entreprise, celui du business, celui des résultats. J'ai aimé ce livre. J'ai aimé le lire parce que justement, il arrive que les romans d'entreprise soient un peu trop, même si c'est du roman, ils sont près d'une réalité. Celui-là se libère de la réalité. Au fond, c'est un livre qui bascule dans une sorte de surnaturel. Et la fin, car il y a un dénouement qui est juste totalement imprévisible, totalement incroyable. Dans les 10 dernières pages, moi je suis tombé de l'armoire quand j'ai découvert ce qu'il y avait derrière cette histoire, ce qu'il y avait derrière cette main invisible. Je ne vous en dis pas plus. Merci. Merci beaucoup.
passer au prix Les buts du travail, qui récompensait une bande dessinée qui traitait elle aussi d'une intrigue basée sur le travail et l'entreprise. Nous avions un jury composé également d'acteurs du monde syndical, mais aussi des journalistes, des éditeurs et même des auteurs. Évidemment, pas d'éditeurs ou d'auteurs qui étaient dans le concours. Je vais rappeler donc les noms des jurys. Nous avions Michel Rive-Paturel, qui est journaliste indépendant et qui a tenu les faits politiques de la rubrique BD, non, les faits politiques et la rubrique BD, excusez-moi, au Progrès. Éric Cédric qui est avec nous, qui est président de CCUSA. Vincent Petit, qui est éditeur aux éditions Casterman. Rodolphe Elderly, qui est parmi nous, qui est fondateur et rédacteur en chef du site Miroir Social. Karine Rieu, qui est avec nous également, qui est référente harcèlement sexuel, agissement sexiste, et délégué syndical CFE-CGC au CSE d'Orange. Marc Chalvin, qui est dessinateur en direct, illustrateur et éditeur de BD. Jean-Claude, qui est parmi nous, qui n'est plus à présenter. Jean-Luc Rouault, qui est auteur de BD également. Et enfin Cyril Lama, qui n'a pas pu être parmi nous, qui est secrétaire confédéral de Force ouvrière. Nous avions 15 ouvrages pour cette première édition, sachant que comme toute première édition, on a eu pléthore d'ouvrages et il est difficile de choisir dans ces cas-là, voilà, d'écarter des BD. Donc on a beaucoup d'ouvrages, 15, je ne vais pas vous les citer tous, enfin je ne vais pas les citer, je vous laisse les découvrir, vous les avez par ailleurs dans le communiqué de presse que vous avez sur la chaîne. De ces 15 ouvrages, nous avons retenu 3 finalistes, et donc je vais appeler Karine Rieu, qui est le jury du travail, délégué syndical CFE-CGC, qui va nous présenter un de ces finalistes. Bonjour. Alors, Contraitable. Déjà, on se rend compte par rapport à la première de cours, il y a 2 couleurs et 2 titres. Même le contenu, le choix du dessinateur, de choisir le noir et blanc, et ça annonce la couleur. Et c'est donc le ton. On part sur un manga en réel. On ne part pas dans une balade dominicale, on part en sortie réelle. Alors, Contraitable, il nous amène en Corée du Sud, à la fin des années 90, depuis les années 2000, dans le milieu de la grande distribution. C'est une multinationale française qui s'installe et qui a déployé ses hypermarchés. Je ne citerai pas le nom, mais on connaît l'entreprise. Et Contraitable aborde les conditions de travail et surtout les aides sociaux, avec des méthodes qui sont radicales pour supprimer les postes de travail. Tous les acteurs de l'entreprise sont présents dans cette BD. On y retrouve les acteurs de la direction, les salariés, mais aussi les représentants du personnel et les délégués syndicaux. Il y a énormément de personnages qui sont tous très attachants. Les 2 protagonistes principaux, c'est M. Lee, qui est cadre manager et qui est un poste au niveau de la direction. Et lui, alors je ne suis pas coréenne, je ne parle pas bien la couche, je ne suis pas du tout même coréenne, j'ai juste l'accent du sud pour parler de l'auteur de ces personnages, des syndicalistes. Ces deux personnages, malgré leur position totalement opposée, vont s'allier pour le respect de l'humain et la justice sociale. Ils vont s'opposer à la direction. Alors, dans les traitables, au-delà de la problématique de la justice sociale au sein de l'entreprise, on va aussi parler de lutte des classes. À l'époque, voilà, de la Corée, fin des années 90, début des années 2000. Alors, en conclusion, je dirais que la France et la Corée du Sud sont des pays très éloignés géographiquement, culturellement, et pourtant, il y a quand même une résonance avec ce qu'on a pu vivre nous les dernières années, avec les mouvements sociaux, les gilets jaunes, et même encore tout récemment, avec les grèves dont Jean-Paul a fait part sur les manifestations au niveau de la fin des retraites. Alors moi, je suis déléguée syndicale, je suis représentante personnelle de la CFE-CGC Orange, et je partage les valeurs des deux personnages, de Lu et de Di,
Pour moi, c'est très important d'accompagner les salariés, de faire respecter leurs droits, et puis aussi la justice sociale. En tant que juré de ligne du travail, on a dû donner notre avis sur ce premier tome. Depuis, il y en a eu 6, c'était 50, il y en a 6 au total. La couleur de la couverture change, mais je suis sûre que le contenu, c'est aussi puissant que le premier tome, et ça donne vraiment très envie de lire le suivant. Je vais appeler Éric Scherer, qui est président CCISA et qui va nous présenter l'un des autres finalistes. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler donc du livre Une vie de huissier, donc de Dave Guédin, et qui est édité par Actes BD. Alors, moi j'ai adoré ce livre, clairement, même s'il a beaucoup fait débat, car c'est un livre particulier, avec une ambiance particulière, clairement. Une vie d'huissier raconte la vie de Gilbert, un huissier de justice, de sa naissance à sa mort. Ben, en disant ça, je ne dévoile pas grand-chose, jusqu'ici ça va. Et on voit, c'est vraiment une vie complète, enfin c'est une BD qui raconte une vie d'homme, avec l'ensemble de ses complexités, une vie professionnelle, une vie associative, ses passions. Et après, on voit aussi toute la difficulté de l'exercice de huissier de justice. J'ose espérer à la lecture, malgré tout, que l'ensemble des interventions de l'huissier ne correspondent pas à toutes celles qui sont mises en œuvre, parce que sinon, il pourrait quasiment être serial killer et avoir le plus grand nombre de morts à son actif. Mais en tout cas, le dessin est, je le trouve, dynamique, vif, riche. Il se lit facilement, avec une BD, c'est important. Et honnêtement, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, je l'ai particulièrement défendu. J'espère que l'auteur considérera que j'ai bien défendu. Mais en tout état de cause, pour ceux qui seraient intéressés, qui le prendraient aussi la couverture, les beaux, c'est des porcs. Je suis certain que vous serez intéressés, et quand on démarre, finalement, on va facilement jusqu'au bout. Voilà, la façon dont il est rédigé, dont il est dessiné, plus exactement, est passionnant. Voilà. J'en dirai pas plus, parce que sinon après je raconte une histoire. Ce sont bien 2 prix ex aequo. On m'entend? Oui. C'est mieux. Alors, Intraitable de Q Chok Chol, remis à Thomas Bouhou, qui est l'éditeur. Ah bon? Il devait être là. En tout cas, le chèque est beau. Et il gagne donc un chèque. On peut le remettre. J'ai pas sûr, voilà. C'est pas avoir plus de succès. Et donc, le deuxième prix ex aequo est une vie d'huissier de Dave Guédin, qui est donc deuxième prix. Dave Guédin. Oui, Dave Guédin. Monsieur. Oui, il va comme ça. Parce qu'en fait, on a Madame la ministre qui peut arriver entre 18h20 et 18h30, je sais pas exactement, il est
25, donc j'ai 5 minutes que j'ai exploité pour vous parler. On a un nouveau projet pour peut-être l'an prochain. Je ne sais pas si on pourra mettre en place avec, je dirais, l'aide de groupe qui est favorable. C'est l'idée de lancer un prix aussi pour encourager la création graphique pour les jeunes, c'est-à-dire en s'appuyant sur les lycées, en s'appuyant sur les écoles de graphisme, en s'appuyant sur l'enseignement professionnel et l'enseignement général, c'est de faire en sorte de donner une dotation, de la faire connaître aux jeunes publics et de leur demander par un graphisme approprié, un dessin ou peut-être une planche de BD, pas forcément une BD, mais quelque part une œuvre d'ordre graphique, de nous représenter leur monde du travail, la manière dont ils voient le travail, la manière dont ils s'insèrent dans le travail, que ce soit en termes de stage, en termes de vécu au travail, voilà, ou de nous rendre compte de cela. Voilà. Donc on essaye de monter cela avec le groupe Up, puisque en fait le groupe Up, comme vous savez, distribue Pass Culture, c'est-à-dire qu'ils sont avec une application en liaison avec des milliers de jeunes qui peuvent recevoir à travers cette application, je dirais, la possibilité d'aller avec une dotation, je sais pas combien elle est, c'est variable suivant les conseils régionaux, mais ça peut aller, je crois, jusqu'à 18 ou 20 euros donc en dotation individuelle. Et ça permet en fait donc, aux jeunes d'aller acheter des ouvrages. Alors, ils achètent beaucoup de BD, mais ils peuvent aussi acheter des romans. Voilà, donc on va peut-être se servir de ce réseau-là pour toucher les jeunes et les inciter donc à se mobiliser pour créer, pour travailler en fait un peu leur art culturel, leur capacité culturelle, pour qu'ils puissent nous transmettre des dessins, pour pouvoir peut-être créer un troisième prix, voilà, qui serait plutôt le prix du dessin sur le travail. Donc on en est là, j'espère qu'on y arrivera, c'est pas gagné, hein, puisqu'il faut qu'on puisse obtenir l'aval de 2 au moins centres, conseils régionaux, hein, compléter un cycle régionaux, pour pouvoir faire en sorte d'obtenir des dotations pour faire en sorte que les centres de graphisme puissent participer à ce prix. J'espère qu'on y arrivera, ce qui compléterait donc entre l'écrit, roman, donc la BD, et puis l'art graphique, la vision sur le travail, en incitant les jeunes à redécouvrir peut-être la centralité du travail dans nos existences, qui est effectivement un peu aujourd'hui malmenée, un peu peut-être déconsidérée, mais qui est pourtant essentielle, parce que comme on en est un ou pas, comme vous le savez, le travail est le souverain de notre existence. Voilà, donc j'espère que le ministre va arriver, je peux continuer à parler. Est-ce que ça peut t'aider si je pose 2 questions? Oui, bien sûr. Non, première chose, je voulais savoir tout simplement si une des personnes du jury est présente pour le Open Space pandémique et travail autour de notre invité, si vous êtes à l'aise de savoir en 3 lignes ce que c'est, enfin en 3 mots ce que c'était. Et ma deuxième question, c'est évidemment plus pour le premier prix. Est-ce que vous savez si les ouvrages en question sont en format dématérialisé, enfin format Kindle ou autre ou pas? Alors j'imagine pas tous évidemment, est-ce qu'il y en a certains Alors je peux répondre pour les membres du jury, peut-être que Françoise, oui, tu peux répondre ou sur le ouvrage? Comment? Non, pas pour le jury, la première question qui a été posée sur Open. C'est un BD. Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'il y avait lu parmi les membres du jury? Open Space. Ouais, tu l'as lu? Moi, je ne l'ai pas vu, mais je connais James, c'est un dessinateur, et c'est une série, en fait, il fait une série sur le plus haut. Ah oui, oui, c'est celle qu'ils ont, je l'ai vu. Oui, j'ai lu, oui, c'est effectivement. Voilà. D'accord, et là, c'est spécifique pour cette période, d'accord. Alors, Google, ça tire féroce de la vie d'entreprise. Vous voyez, je me rappelle, c'est les scénettes qui sont souvent qui accompagnent les revues, en fait. Voilà. Alors après, je précise que sur les membres du jury, puisque la question m'a été posée, chaque membre a une voix. Alors s'il y a 2 membres de l'UNSA, c'est parce qu'en fait, il y avait des raisons d'absence et il y avait un système de remplacement, mais chaque organisation syndicale avait une voix, pas plus. Donc voilà. Je viens de dire pour qu'il n'y ait pas de questionnement sur
je dirais, la l'équité qui règne, donc chacun a les pouvoirs et on en est effectivement très content, ça fonctionne bien. Alors je dis un petit mot sur le jury. Michel, qui est avec nous, ancien conseiller du président de la République, va nous rejoint cette année en tant que membre du jury. Il y a Gérard Manimet, qui est représentant de la CFE-CGC, qui était numéro 2 de la CFE-CGC, qui en fait a pris sa retraite, donc va laisser la place à M. Tange, qui est le numéro 2 de la CFE-CGC, qui ne peut pas être là aujourd'hui. Et il y a d'autres départs. Il y a Frédéric Rigaud qui s'en va aussi, lui aussi touché par l'âge, et qui en fait va être remplacé. Alors, on n'a pas encore le nom, et on est en négociation actuellement avec la CEPME. Sinon, globalement, je ne dis pas de bêtises, mais peut-être, rappelez-moi, je pense que le reste stable. Voilà. Donc, on a donc un jury qui vit et qui se réunit régulièrement et qui se renouvelle au fil du temps. L'idée étant que les personnes qui sont membres du jury sont mandatées par leur organisation ou sont en poste de travail, en fait. Hein, voilà. Donc, et on essaye d'être à la fois avec des personnalités qui lisent, parce que bon, il faut vraiment du jury, comme vous le savez, apprécier la lecture. Si on n'apprécie pas la lecture, vous pouvez faire autre chose. Et puis qui soient aussi capables d'argumenter, de défendre, je dirais, les œuvres qui sont amenées à être analysées. Voilà. Donc les choses se passent depuis 15 ans, presque 15 ans, au Petit Riche, un restaurant qui se trouve dans le 10e arrondissement. Bon, on y est bien, on mange bien, on s'amuse bien, et on essaye de faire en sorte de produire une qualité de sélection. Depuis, on l'a pas mis là, mais depuis pour ceux que ça intéresse, on avait fait lors du 10e anniversaire, on avait interviewé, on a mis ça sur poste, bon nombre de ministres qui avaient parlé de leur expérience à Paris, de leur amour de la littérature, et on avait aussi interrogé et rendu public un certain nombre d'écrivains qui avaient donné, y compris leur avis et leurs commentaires sur le prix et l'intérêt du prix. Voilà, donc ceux que ça intéresse, on pourra éventuellement vous reconnecter avec cet anniversaire, ce 10e anniversaire. Il y a quand même des choses intéressantes. Pour moi, la littérature reste quand même malgré tout une manière, y compris d'être ensemble, de partager ensemble, de vivre ensemble, en dépit parfois je dirais, du dogme qui peut nous séparer. Voilà. Donc, quelle heure est-il? Je suis presque fini. Oui, vous avez des questions? Non, tu m'as pas dit sur le format qu'ils veulent. Ah oui, alors il y a une possibilité, effectivement, pour certaines œuvres, mais pas toutes, mais certaines œuvres ont été dématérialisées. Donc, et sont disponibles à distance. D'ailleurs, nous, dans le jury, on a eu ce questionnement parce que la lecture d'une BD, c'est pas la même chose que lire une BD sur un écran d'ordinateur que de la lire à la table, en fait. Voilà. Et donc, on a eu ce questionnement, à savoir, est-ce que on a la même sensation lorsqu'on lit une BD sur ordinateur ou est-ce qu'on la lit en la feuilletant? Et on a eu des avis partagés à ce sujet-là. Bon, mais je ne crois pas que ça a influencé plus que cela le vote final. Mais certaines œuvres, alors je ne me rappelle plus lesquelles, pour vous vérifier dans le détail, certaines œuvres sont effectivement disponibles sous forme, je dirais, dématérialisée. C'est vrai qu'on est dans la grande mode maintenant de la dématérialisation. Ce qui a des avantages, hein. Je vois chez moi les livres traînent partout, c'est toujours un peu compliqué pour circuler, mais bon, il y a aussi l'avantage de pouvoir tomber sur des livres sans les avoir cherchés, ce qui n'est pas toujours possible lorsqu'on dématérialise, parce que la dématérialisation suppose qu'on recherche quelque chose pour le trouver. Bon. Peut-être une autre question dans la salle? Oui. Oui. On a d'abord eu en version électronique, en PDF, et c'était moi, on m'a énormément impacté. Et quand il est arrivé à la maison, vraiment en format papier,
j'ai pas pu couvrir. Donc je vous félicite, même si ça n'a pas été mon premier choix, mais je vous félicite vraiment pour ça parce qu'il ne laisse vraiment pas indifférent. La différence, voilà, pour répondre à la question. Oui, à l'auteur du policier. Tellement la lecture avait été forte, même au travers de la version électronique, c'était pas la feuilleton. Le livre en papier qui est arrivé. En quelques mots, vous pouvez tous lâcher. Ouais, c'est un très beau livre, moi je le recommande aussi, c'est un ouvrage passionnant. Madame la ministre, bonjour. C'est ça. Vous attendez. Merci de vous être libérés. Je sais que les aléas de l'organisation ministérielle vous ont fait vous réorganiser à titre personnel. Donc merci beaucoup de cette organisation, réorganisation. On est vraiment très heureux de vous accueillir ici. Donc, mesdames et messieurs, les représentants des organisations syndicales et patronales, mesdames et messieurs les auteurs, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, chers amis, c'est beaucoup de plaisir de vous accueillir ici. Je crois que vous mesurez la portée symbolique qui est cette salle des accords qui accueille aujourd'hui ce 13e prix du roman d'entreprise et du travail, ainsi que le premier prix Bulle du travail, dédié aux bandes dessinées, qui est l'innovation quelque part de cette année et quelque part l'évolution aussi de ce grand rendez-vous, de ces grands rendez-vous du coup désormais. Je voudrais vraiment remercier les organisateurs de cette initiative. Vous êtes remarquables. On a vraiment eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises. Je sais avec quel engagement et ténacité vous tenez à organiser ce grand rendez-vous qui est pour vous vraiment l'occasion de parler du travail, de son organisation, de ses enjeux, et puis de mettre en valeur des talents qui portent les valeurs au fond du travail et toutes les réflexions qu'on va pouvoir avoir autour du travail dans leur démarche. Je voudrais vraiment vous citer Jean-Claude Belgienne, président fondateur de Technologia, bien sûr, mais aussi tous vos partenaires qui concourent à la réussite de cet événement, et je pense bien sûr au groupe UP, à son président, Joseph Archour, mais aussi au Crédit Mutuel, dont je salue le directeur général Daniel Ball. Je voudrais vraiment également féliciter chaleureusement tous les auteurs. Quel talent, je suis toujours admirative de ce talent d'écriture qui, en plus, venait quelque part rentrer dans cette compétition évidemment bienveillante, de votre qualité finalement d'écrivain, de vos qualités d'écriture et votre sensibilité au rôle du travail dans la société et dans nos vies quelque part. Je voudrais vraiment saluer votre présence nombreuse aujourd'hui et saluer les membres du jury qui ont cette lourde tâche de vous départager, composé à la fois de journalistes, d'intellectuels, de représentants des organisations syndicales et patronales. Il montre au fond combien la littérature rassemble et permet de créer du lien, et leur implication est évidemment essentielle à la réussite de ces événements. Alors je disais, c'est la 13e année que le prix du roman d'entreprise et du travail honore de talentueux romanciers. Je suis certaine que c'est une promotion qui porte chance, évidemment, je tiens à préciser. 13e, c'est l'honneur qui est le bien d'être parmi vous aujourd'hui, donc c'est évidemment une promotion qui porte chance, hein, on est d'accord. Ce prix, et en ce moment particulièrement, vous me le concevez, ce prix distingue les auteurs qui ont posé un regard clairvoyant sur le monde professionnel, qui nous interpelle, mais qui nous invite aussi à réfléchir sur la limitation sociétale, à leur impact sur le modèle social. L'an passé, ce prix 2022 avait été remis par Elisabeth Borne, alors ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Elle avait distingué l'ouvrage de Marianne Assas, son roman Le Dorman, j'ai envie de dire The Dorman, mais Le Dorman, qui a été édité chez Actes Sud. C'était vraiment un roman avec une entrée tout à fait intéressante. Elle nous faisait découvrir un métier au fond peu connu,
particulièrement en France, qui est au fond, je crois, très américain, très new-yorkais, je puis dire, de celui de portier, de groom, si on veut le dire ainsi, qui exerce au pied des grandes tours de verre et d'acier, qui sont souvent témoins au fond de la vie de ces immeubles et de cette comédie humaine. C'était auparavant, en 2020, un roman qui s'appelait À la ligne, du regretté Joseph Pontus, qui rendait hommage, lui, aux ouvriers qui endurent des conditions de travail difficiles dans des conserveries de poissons et dans des abattoirs. Et encore avant, c'était, je le rappelle, Sarah Barouk, qui était la lauréate de 2019 et qui avait illustré dans son roman K0 la souffrance psychologique au travail. Son ouvrage était consacré à l'apparition du premier cas de sida dans les milieux hospitaliers au début des années 80 et la pression énorme qui pesait sur les soignants. C'est dire au fond la diversité des conditions de travail qui sont décrites dans les différents ouvrages qui sont les vôtres. C'est dire aussi la veine dans laquelle s'inscrivent les romanciers finalistes du jour, en nous sensibilisant sur la place du travail dans la société, qu'il s'agisse de doutes liés à la reconversion ou bien de la quête du bien-être au travail. Vos romans, vos bandes dessinées désormais résonnent avec l'actualité et questionnent ce modèle social. Vous êtes au cœur des conditions de travail, parfois difficiles, pour rendre hommage à tous ceux et toutes celles qui traversent des épreuves et se révèlent pour pouvoir travailler la tête haute, si je puis dire. Et c'est la magie de la littérature. Vous nous permettez, grâce à ces romans, de nous évader, tout en nous ouvrant les yeux sur des phénomènes de société, en les dénonçant parfois avec, j'ai envie de dire, la cruauté du mot qui nous engage aussi à réfléchir et à aller plus loin dans le progrès social. Vous captez ces enjeux qui sont bien souvent sociaux, mais aussi intimes, et qui montrent aussi la réflexion intérieure que peuvent avoir aussi ces personnages qui sont les vôtres et qui nous alertent aussi sur l'impact individuel comme l'impact collectif de ces réalités sociales. Alors à travers ces yeux, les yeux de ces personnages, vous nous aidez donc à saisir ces grandes mutations avec un monde qui change, un monde qui nous appelle à assurer une meilleure combinaison entre performance et épanouissement au travail. Et moi-même, issue d'une formation en gestion des ressources humaines, engagée comme députée en faveur de l'amélioration des conditions de travail et de la santé au travail, je peux vous dire à quel point je suis sensible à cette idée du sens que nous donnons au travail, cette volonté de rénover aussi notre modèle managérial, que nous puissions aussi améliorer nos organisations au travail pour qu'elles nous répondent mieux aux attentes et aux évolutions sociétales. C'est, je crois aussi, une sensibilité particulière nouvelle qui se traduit au travers des bandes dessinées, qui font aussi l'écho par l'image de cette parfois cruauté des conditions de travail et cette idée aussi de dénoncer autrement, de travailler aussi autrement à l'interpellation des lecteurs dans le cadre de vos réalisations. Alors, je sais, cher Jean-Claude, combien ces idées vous sont chères et qu'elles vous ont conduit à créer ce prix en 2009 et désormais ce nouveau prix de la BD. Et à ce titre, j'aimerais vous parler d'un ouvrage historique en particulier qui a retenu toute l'attention du jury cette année. L'auteur nous fait vivre l'histoire de Sonja, une jeune ouvrière immigrée hongroise qui arrive en France en 1929 dans l'immense cité industrielle de Vaux-en-Velin. Alors peut-être que ça vous parle, mais vraiment elle manipule des produits nocifs dans une grande usine de viscose, dans un atelier saturé de vapeurs chimiques contre de maigres salaires, et elle s'éveille progressivement à une conscience de classe et à l'expérience aussi de solidarité qui s'éveille au cours de cette expérience. C'est un quotidien qui n'empêche pas bien sûr de s'évader, de trouver de la légèreté dans les fêtes dominicales, des bals de plein air. Elle apprend aussi à se forger une identité de femme, à résister à tout ce qui peut menacer les ouvriers d'origine étrangère. Et là aussi,
Je crois que ce sont des sujets qui sont toujours au fond encore d'actualité et qui ouvrent à des interrogations intéressantes dans des débats encore d'actualité. C'est un roman social qui nous permet de suivre le parcours de ces jeunes immigrés, marqués d'espoir, de lutte, en plein âge d'or du paternalisme social jusqu'à l'événement du Front populaire en 1936. Par ce destin, l'autrice, l'auteur nous livre un très beau portrait de femme en quête d'un meilleur avenir qui fait preuve finalement d'une incroyable détermination à vivre mais aussi à lutter pour l'émancipation économique et professionnelle. Alors je crois qu'il est temps d'annoncer le lauréat de ce 13e prix du roman d'entreprise et du travail. Vous êtes prêts, je l'annonce? L'auteur de cet ouvrage, mesdames et messieurs, n'est autre que Paola Bigani, à qui je suis vraiment très heureuse de remettre ce soir ce 13e prix du roman d'entreprise et du travail, et que j'invite à me rejoindre sur scène. Bravo. Oui, avec plaisir, pour plaisir. Oui. J'ai un téléphone. C'est votre travail là aussi, Très impressionnée que vous me retrouvez parmi nous. En tout cas, je suis très reconnaissante d'avoir distingué ce roman pour le prix du roman d'entreprise et du travail. Je remercie très sincèrement Madame la Ministre, M. Bergène et toute l'équipe de Technologia, et en particulier évidemment les membres du jury. Je suis très touchée que les destinées fragiles évoquées dans ce roman aient retenu votre attention. J'ai toujours été très sensible aux trajectoires humaines individuelles qui peuvent se nourrir et se battre dans une communauté de destin. La valeur travail, bon, peut renvoyer à une certaine morale, mais c'est surtout, ça renvoie à une condition humaine. Et trouver sa place quand son rang de vivant dans le monde est souvent lié au travail. Enfin, en tout cas, c'est ce que je découvre à travers les destinées de mes personnages dans plusieurs de mes romans d'ailleurs. Parce que nous opérons, voilà, c'est prendre son rang de vivant, par contre, dans le monde. Je lis le travail à la transformation que nous opérons chacun à notre niveau de responsabilité, ou parfois de soumission. La transformation d'une matière, donc soit c'est très physique, ça peut être du bois, ça peut être du métal, de la viande, enfin, comme l'a raconté Joseph Lotus dans son très beau livre À la ligne. Ça peut être aussi une matière plus volatile dans le numérique, la matière humaine aussi, la relation humaine, dans la relation de soins. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé d'exprimer dans ce roman. Le respect, la dignité, la reconnaissance ne vont jamais de soi, et il semble que nos sociétés sont encore en apprentissage. Mais bon, gardez espoir. Dans ce roman donc, de la condition ouvrière, j'ai surtout voulu exprimer ma conviction que ceux qui font l'histoire ne sont pas forcément des héros, et surtout qu'il n'y a pas de petite vie de gens de peu. Je m'en rappelle cette expression d'ailleurs. Pour moi, toute vie a son poids d'espérance, pour reprendre les mots d'Henri Bouchot, et toute vie mérite d'être faite. Voilà. Et puis j'ai aussi cette conviction intime pour tenir debout et traverser les crises, et je sais qu'elles sont nombreuses en ce moment. Retrouver le sens du collectif, de la communauté, de la solidarité, ça peut vraiment être très salutaire pour nous tous. Et voilà, donc je reçois ce prix avec grand honneur
Et je vous remercie toutes et tous, sans oublier évidemment mon éditrice qui est représentée par Amandine Balinsa, l'équipe de Liana Lévy au complet, qui m'accompagne déjà depuis presque 10 ans. Et je vous remercie pour l'organisation de cette cérémonie et de votre présence avec Oui, c'est mon 4e roman. Je ne sais pas l'air de premier prix non plus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement qu'est-ce que vous allez chercher autrement, autrement dans la manière et autrement dans l'intention par rapport aux précédents ouvrages? Alors, il a fallu que j'aille à la rencontre d'un passé, d'une époque, mais tout est parti d'une visite de quelques heures dans une usine désaffectée, donc l'usine dont il est question en ce moment. Et c'est vraiment le lieu avec ces odeurs de vide, de rouille, de plomb, de poussière qui m'a inspirée en fait. Parce que je voulais à tout prix imaginer comment avait été rempli ce lieu de milliers de personnes, comme nous vivons dans cette usine, à cette époque, les conditions de travail. Tout ça, ça m'a interpellée parce que j'ai compris que, comme dans pas mal de banlieues ouvrières en France, la mémoire ouvrière n'était pas enfouie, loin de là, mais continuait à sécréter une certaine fierté. Et j'ai voulu essayer de comprendre pourquoi. Parce que dans ces années-là, en tout cas dans les années dans lesquelles je me suis plongée, le credo, c'était voilà, on travaille, on vit tous dans les mêmes conditions, on travaille dans les mêmes conditions, mais on vit ensemble pour et non pas contre, et pour essayer d'améliorer notre destin, de conscience. Et pour moi, c'était une période très extraordinaire dans la vie des travailleurs. Ça a été décisif, enfin, on a gagné beaucoup de choses grâce à eux. Donc c'était aussi un hommage à ceux qui ont lutté à cette époque. Voilà. Merci beaucoup. J'aimerais à présent vous parler d'une bande dessinée qui se voit décerner ce soir le prix des bulles du travail. Pour la première fois cette année, nous allons en effet remettre, je le disais tout à l'heure, un prix au 9e art, un art qui est réalisé à l'instant tout aussi efficace pour illustrer les environnements de travail singuliers. Je veux parler d'un roman graphique particulièrement saisissant dédié à la manufacture d'armes de Saint-Étienne, un symbole de l'industrie métallurgique et du travail à la chaîne qui enferme l'ouvrier dans un jour sans fin, tiraillé entre l'obéissance aux règles et l'envie au fond de les contourner. Cette bande dessinée aux couleurs sombres, presque charbonneuses, grâce à la technique du monotype sur zinc, nous a fait découvrir la vie de Jean, de gens qui travaillent comme ajusteurs, mais qui sait lui aussi s'évader en construisant en catimini le moteur du bateau à bord duquel il rêve de voyager. Il s'agit d'une vraie plongée dans un plan industriel et ouvrier de notre histoire, puisque cette manufacture, fermée au début des années 2000, a fait travailler quelques 11 000 ouvriers et fait rayonner le patrimoine industriel stéphanois. Alors je vais annoncer donc ce premier prix des bulles du travail pour l'auteur de cet ouvrage, mesdames et messieurs, qui n'est autre que Baptiste Desrailles, qui n'est pas présent parmi nous ce soir, mais dont j'invite l'éditeur des éditions Actes Sud, représenté par Stéphanie Bach, à me rejoindre sur scène pour recevoir ce tout premier prix.
Je crois que c'est... Merci beaucoup. Madame la ministre, mesdames, messieurs, évidemment, je ne suis pas libérale et qui se vous prie d'excuser parce qu'il est retenu à plusieurs centaines de kilomètres d'ici par sa participation à un tournage. En fait, il est aussi un brillant dessinateur, mais également un réalisateur et un opérateur vidéo. Donc, il est actuellement sur ce tournage et il peut nous rejoindre ce soir. Je ne suis pas non plus son éditeur Thierry Mancel, qui, lui, est revenu en Charente, de vie et travail, donc, et qui m'a demandé, à moi, sa compagne, de venir recevoir ce prix. Ça sort l'équipe. Enfin, en tout cas, je suis très heureuse qu'il m'ait demandé de venir recevoir ce prix, parce que moi qui ai pu lire le manuscrit du Pas de la Manu avant même sa publication, j'ai été témoin de cette belle aventure éditoriale et c'est un grand honneur et une grande joie pour moi de voir que Baptiste Desralles est récompensé par ce prix. Comme vous l'avez dit, Madame la Ministre, c'est dans sa bande dessinée, il a évoqué avec une empathie très très forte la vie de la manufacture d'armes de Saint-Étienne, qui a fermé en 2021 et où ont travaillé quelques 11 000 ouvriers. Baptiste a d'autant mieux pu s'imprégner de la vie de la manufacture, qu'il a fait ses études à l'école des Beaux-Arts de Saint-Étienne, qui occupe précisément l'ancien atelier d'assemblage des armes de la manufacture. Donc il continue d'ailleurs à vivre à Saint-Étienne et reste très proche de la manufacture. Vous l'avez dit aussi, les images qui composent le Pas de la Manu ont été réalisées sur une technique graphique très très particulière et aussi très chronophage. Donc ce soir, vous récompensez un travail de très longue haleine, des années de travail, car chaque case, est une estampe en fait. Ce qui en fait représente un travail immense. Voilà, comme vous pouvez voir dans l'ouvrage. C'est donc un artiste très très complet, infiniment prometteur, que vous recommande, je vais vous récompenser ce soir avec ce prix qui a été créé pour distinguer une bande dessinée sur l'entreprise et le monde du travail. Comme l'a écrit Lucie Servin au sujet de l'ouvrage dans l'humanité, à travers cet album, aux échos universels, Baptiste Desralles a construit un pont de fraternité entre l'artiste et l'ouvrier. Et je pense que c'est effectivement tout à fait juste. Donc je vous remercie beaucoup pour lui, qui vraiment est désolé de ne pas pouvoir être là, et je souhaite une longue vie auprès de la BD.